Retour sur le plateau de Direct Gestion, la suite du débat. Notre invité ce matin, c'est Gérard Moulin, le directeur gestion action européenne et gérant d'Amplejet Pricing Power. Alors justement, Gérard, on va faire un petit tour sur vos valeurs préférées, vos convictions fortes du moment. Vous m'avez cité 4 noms et puis on verra comment ça se compose dans le fond. Hermès, Orpea, Safran, Ingenico. On démarre avec du luxe. Une très belle photo. Très belle photo, de leur pub. Voilà, Hermès, on les connaît, donc pas très loin. Hermès Paris, pourquoi cette valeur Alors si on regarde la valorisation, j'ai remarqué, alors on va voir sur tous vos graphiques, on a à peu près le moins spectaculaire, mais dans toutes les valeurs, c'est vrai qu'il y a une progression hyper régulière, sans à-coup. On a l'impression que vous sélectionnez vos valeurs en fonction des graphiques qui doivent être sur une pente ascendante, voire pour Hermès en tout cas depuis fin de l'année dernière, quasi exponentielle. On est passé, ça c'est un graphique sur 2 ans, de 230 à 340, donc 50% en moins de 6 mois. Je suis rentré à 265 à l'automne, et ce qui peut être intéressant dans le suivi de la méthode, c'est que j'en ai pas eu pendant plus de 3 ans. Donc en fait, Hermès était cher sur les ratios financiers, donc vous voyez, ça se traduisait par un non-performing stock, c'est-à-dire qui faisait un plateau. Donc une bande de 2013 à 2014, rien. Voilà. Donc là, voilà. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, l'actualité, c'était LVMH qui résolvait son problème avec Hermès au niveau capitalistique. C'est Hermès qui maintenait des perspectives que les autres n'arrivaient pas à maintenir. Donc tout un tas de choses, l'effet dollar qui joue très fortement sur Hermès. Donc cette combinaison à l'automne m'a fait penser qu'il fallait peut-être y aller. Et donc c'est la première ligne du fonds. Première ligne de votre fonds, donc Amplejet Pricing Power aujourd'hui. Oui, exactement. Effet valeur, c'est-à-dire que c'est devenu la première ligne ou vous avez décidé d'investir J'avais décidé d'en faire la première ligne parce que je voulais qu'elle rentre dans le fonds. Après, la gestion de la pondération, c'est autre chose. Alors pourquoi première ligne ? C'est quand vous avez une espèce de cocktail un peu magique où vous avez tout un tas d'éléments positifs qui jouent. Donc il y avait le secteur, la devise, des problèmes capitalistiques. Voilà, tout un tas d'éléments qui faisaient que c'était le moment d'aller sur Hermès et de la pondérer. Alors en plus c'est intéressant parce que c'est un low bêta, donc d'avoir dans des marchés qui peuvent être nerveux avec ces gros éléments macroéconomiques qui arrivent. On explique d'un mot, un faible bêta, ça veut dire sensibilité moindre à ce qui va se passer sur les indices, du coup moindre volatilité, elle va amortir les chocs quelque part. Et ça a joué puisque le fonds a 2% depuis le début de l'année, 200 points de base de moins de vol que je crois qu'on est à 11,5 sur le fonds contre 13,5 sur l'indice, donc c'est en partie grâce à Hermès qui est tout en haut, qui est première ligne. Alors bon, après je vais sûrement commencer à l'alléger puisque la valo, on arrive à une valorisation qui rejoint un petit peu la période 2013. Donc bon, je vais peut-être pas tarder à commencer à l'alléger, mais pour l'instant c'est la première ligne du fonds. Très bien. Une autre valeur, Ingenico, on en a parlé, donc on regarde ce fameux graphique que j'évoquais là aussi, donc depuis 2 ans, en 48 à 104, donc x2. Là, vous êtes rentré à quel moment sur Ingenico ? Je suis rentré à 27, donc c'est même pas dans votre c'était encore plus loin. Ça doit faire 4 ans. Donc on a vraiment l'illustration avec ce dossier d'un buy and hold, c'est-à-dire que je pense que si une société chaque année révise plus fortement en hausse que son cours ne progresse, il faut garder. Pour valoriser un capital de façon très importante, il ne faut pas avoir peur de conserver. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi un graphique comme ça ne me fait pas peur dans le sens où si je regarde les ratios aujourd'hui d'Ingenico, avec ce que sont les perspectives de ce groupe, il y a encore beaucoup à faire. Et on est en 40% de hausse par an depuis 3 ans. Et chaque année, on me dit, mais t'es sûr, regarde le graphique. Et chaque année, je dis, c'est une valeur juste en technique de gestion sur laquelle vous n'avez pas à avoir peur finalement de renforcer ou vous gardez votre position. Ma technique, c'est les moyennes à la hausse. Ouais, on ne dit jamais de moyenne à la baisse pour les téléspectateurs qui regardent en trading. C'est vrai, là, c'est moyenne à la hausse. Je suis d'accord avec vous. C'est un conseil de... On ne rattrape pas un couteau qui tombe ou d'autres aphorismes. Justement, là, il y a une valeur dont on a parlé un petit peu tout à l'heure précédemment, c'était Alcatel. Alcatel, qui disparaît aujourd'hui. Ça c'est une illustration de ceux qui ont peut-être moyenné à la baisse. Ils ont pu le faire pendant très longtemps et se ruiner. C'est une ruine. La valeur en 2000 était à 90 €. Elle est tombée en penny stock, 1 euro. Alors, formidable parcours depuis 1 an ou 2 ans avec
le retour de Michel Combes. Et puis elle se vend finalement à 4 euros. Pour vous, c'est dommage, c'est une perte, c'est un gâchis? Et là, il faut être honnête intellectuellement, parce qu'on dit, oui, mais celui qui a acheté à 1, il a eu un gain. Non, ça n'existe pas, parce que celui qui a acheté à 1, il a commencé à s'y intéresser à 12 peut-être. Donc, c'est pas vrai, on trouve. Enfin, voilà. J'aimerais bien qu'on me présente quelqu'un qui a évité 90 jusqu'à 1 et qui a fait de 1 à 4. Bon. Parce que si vous vous intéressez à... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de sélection de valeurs. Si vous vous intéressez à une valeur, comme vous le dites très justement, au couteau qui tombe, c'est que vous avez commencé à acheter avant. Donc votre prix moyen, il est au moins à 7-8, facilement. Parenthèse fermée, sur le dossier, effectivement, il y a 15 ans, un duel Siemens-Alcatel-Alstom, à l'époque Alcatel-Alstom. Alcatel-Alstom n'existe plus. Alstom est chez GE et Alcatel chez Nokia. Siemens vaut 91 milliards en bourse. Donc là, vous avez vraiment sur deux groupes qui ont été à peu près comparables à un moment. Les plus jeunes ne le savent pas, mais ils ont été à peu près comparables à une époque. Voilà, un dossier qui est fini. Surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'on a, avec ce dernier groupe, on perd le savoir-faire hard télécom en France. Donc ça y est. Pourquoi pas, puisqu'on construit l'Europe. Mais ce qui m'embête dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de construction européenne. J'ai peur qu'on prenne le même chemin, par exemple, sur les éoliennes offshore, c'est-à-dire qu'on avait un savoir-faire fantastique, mais sur plusieurs groupes européens, dont Siemens d'ailleurs, dont Alstom, et qui, parce que les normes sont différentes, parce que comme souvent en Europe, on n'arrive pas à chasser en meute, comme on dit, finalement le savoir-faire s'en aille. Avec Alstom, donc vous dites on perd en tout cas un savoir-faire et puis peut-être au passage quelques alors emplois. J'ai pas compris, parce que si vous voulez, ils présentent au marché une stratégie qui fait que ça y est, on a la taille critique, on est recentré sur des métiers d'avenir, tout va bien, et il se vend sans avoir donné l'impression en plus de vouloir prendre un rôle opérationnel dans le nouveau groupe. Est-ce qu'il n'a pas pu, je ne sais pas. En tout cas, la Confco ne montre pas qu'il a envie de s'impliquer. C'est un peu étonnant, ça. Peut-être regarder combien il a eu de stock option. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. On vérifiera. Alors, on reste dans un autre secteur que vous aimez bien, l'aéronautique, espace, défense, sécurité, c'est Safran. Oui. Safran, on le voit là aussi sur le graphique. Pour l'instant, les clignotants sont ouverts. Le même type de graphique. On double pratiquement en 2 ans, avec évidemment l'accélération au cours des derniers mois. Pourquoi Safran? Vous pouvez le laisser, le graphique, là? Bien sûr. Merci. Parce qu'en fait, c'est très intéressant par rapport à la remarque de 2014 par rapport à 2015. L'année dernière, je portais une position Safran importante et ça a été lourd. Et quand vous regardez les à-coups de 2014 sur ce titre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette année où il y a l'effet de devise, le marché s'inquiétait sur des éléments comptables, par exemple la capitalisation de la recherche et développement. Des choses comme ça qui font qu'il y avait des financiers qui doutaient des futurs résultats de Safran et de sa capacité à générer du cash, etc. Bon. Comme on n'avait pas l'effet euro-dollar positif, ces arguments négatifs portaient. Donc qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des périodes, vous les voyez très bien sur votre graphique, où le titre était shorté. Donc non seulement il était... c'est différent. Les investisseurs donc, vendaient du papier, on vend par exemple à 50 pour le racheter, ils empruntaient à 46 et on prend la différence. Vous voyez que le graphique est différent d'Hermès. Hermès, c'est un dossier qui ne faisait pas grand-chose. Safran, c'est un dossier qui était shorté régulièrement. Donc, quand vous portiez des positions importantes là-dessus, c'était très compliqué. Et là-dessus est venu, c'est pas qu'à Safran tout d'un coup à parler de perspectives, c'est des gens, vous savez, comme moi, qui ont 5 ans d'activité en carnet de commande. Donc, non, c'est l'effet euro-dollar qu'on voit très très bien, vous voyez, à partir de l'automne, ce qui s'est passé. Et vous avez un effet devise sur l'aéronautique qui est énorme. Alors effectivement, Safran comme Airbus sont couverts, donc ne vont pas profiter tout de suite de la baisse de l'euro. Mais qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique qui peut intéresser vos auditeurs? C'est qu'en fait, vos spectateurs, internautes, voilà, c'est qu'en fait, les shorts n'osent plus se mettre en place. C'est ça que nous dit ce graphique. C'est qu'en fait, pourquoi il y a moins de volatilité sur le titre, si on peut le revoir? Pourquoi la courbe est linéaire? Parce qu'en fait, les shorts qui se mettaient, vous les voyez en août 2014, vous les voyez en octobre 2014, ils se remettaient en place, ils se rachètent après, et même début décembre. Et vous voyez qu'ensuite, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus puissant, parce que
on ne se met pas short sur une valeur, sur le secteur en Europe qui va profiter le plus de la baisse de l'euro. Et qui a là pour le coup, donc illustration, un pricing power, ça risque de continuer. Donc finalement avec ces graphiques, c'est vrai on sent beaucoup moins nerveux puisqu'il y a de la performance accumulée et que ça continue. On regarde, il y avait une slide intéressante dans votre dernier rapport annuel, c'est les contributeurs. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'idée, mais évidemment il y a des gens pour qui ça se passe très bien, on en a parlé, Hermès, Brembo, ce sont les freins italiens qui équipent les voitures de luxe et les motos. Ferragamo, Luxottica, Airbus, on reste dans le secteur. En revanche, petite déception sur certains dossiers. Plastic Omnium, Zodiac, j'ai une question pour vous. Vous dites peut-être un accident industriel. Il nous reste quelques minutes. Pourquoi Zodiac a un accident industriel qui était pourtant dans les valeurs pricing power il y a encore très peu de temps? Oui, qu'il est toujours pour l'instant, mais là il y a un vrai risque d'accident industriel, c'est que sur l'activité siège, le groupe n'arrive pas à suivre, c'est pour ça que je parle peut-être d'accident industriel, la cadence. Donc c'est presque une trop bonne nouvelle, le fait que leurs clients finaux, puisqu'on est en B2B, ils fournissent des compagnies, ils ne fournissent pas des clients directement. Airbus et Boeing, devant l'explosion de leur carnet de commandes, demandent une augmentation des cadences à tous leurs fournisseurs, dont Zodiac, et Zodiac n'arrive pas à suivre la cadence, notamment pour les sièges haut de gamme, business et première. Et donc vous avez par exemple 2 Boeing en ce moment qui sont dans un désert d'Arizona, qui viennent d'être, qui sortent des chaînes, et qui n'ont pas de siège. Et qui n'ont pas de siège. Et c'est embêtant ça, c'est quand même très embêtant bien sûr. Donc il va y avoir des pénalités qui sont demandées, c'est déjà en cours. Et puis le problème c'est que ça a été détecté et au niveau industriel et communiqué au marché il y a à peu près 6 mois et qu'on n'est pas rassuré du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que la direction n'arrive pas à nous donner ni de date de fin de problème, j'allais dire, de résolution de problèmes industriels. Parce que peut-être c'est compliqué de mettre en place cette chaîne ou c'est une nouvelle usine, on ne sait pas. C'est pas trop. Je pense qu'il y a un problème de désorganisation en interne parce que ça touche les équipements, les usines d'Amérique, du sud et du nord de Zodiac. Et donc on n'a pas assez d'informations pour se dire que c'est derrière nous. Il nous reste 30 secondes. Parlez-nous d'une nouvelle valeur qui est rentrée en portefeuille, c'est Krones, que je ne connaissais pas, valeur allemande. Krones. C'est rapidement, c'est un, très bien, l'image va m'aider. C'est un producteur, une société industrielle allemande qui fait des machines. Alors, il y a du pricing power parce qu'ils ont un savoir-faire très particulier. Ils savent faire des machines à très haute cadence de filling, de remplissage de bouteilles, de bière ou autre. Et donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur sur des cadences très élevées. Et ils prennent une avance technologique forte qui fait que les clients brasseurs dans l'agroalimentaire font de plus en plus appel à eux. Et vous voyez, on commence là aussi, j'aime bien cette idée. Du titre qui est un peu délaissé, puis tout d'un coup on se rend compte que le savoir-faire est discriminant, les perspectives sont là, et je conseille fortement de rentrer sur Krones. Donc nouvelle ligne, ou si vous ne souhaitez pas rentrer en direct, il y a le fonds géré donc par Gérard Moulin, qui est le fonds Amplegest Pricing Power, toutes les valeurs qui ont la capacité à imposer leur prix, leur marge, et donc être bénéficiaires dans le temps, sont auscultées, détaillées par Gérard dans son fonds qui performe, on le rappelle, de près de 22% depuis le début de l'année. Merci Gérard Moulin. Merci à vous. Pour cette édition. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain matin, même heure, 9h20 pour l'édito Ingérant 3 questions et le débat. Pour l'instant, place au marché et aux investisseurs. Ce sera Direct Investisseur dans quelques instants. À tout de suite.